Le matin du 4 juillet 1946, une foule s'est rassemblée sur la place principale de Gdansk. Il n'y avait pas de musique, pas de discours. Seul le bruit du vent et les pas des soldats gardant la scène. Devant des milliers de personnes, dont des victimes et des citoyens locaux, une potence de masse a été érigée. Sur cette plaque étaient inscrits les noms des femmes qui avaient incarné le visage le plus brutal du régime nazi. Les Aufseherinnen de Stutthof. Parmi elles se trouvait Jenny Wanda Bachmann, surnommée le Beau Spectre, célèbre pour avoir sélectionné les prisonniers destinés à la mort avec le sourire. À ses côtés, Ursula Le Paradis utilisait des punitions sadiques, comme les forcer à courir pieds nus dans la neige. Elisabeth Becker, la plus jeune, montrait de la peur. Son crime était l'obéissance silencieuse. Il n'y a pas eu de discours ce jour-là, juste du vent, des pas et la potence. Fait inhabituel pour l'époque, tout était enregistré en audio. On entend la voix du procureur, les craquements, puis un silence de mort. Pourquoi ces femmes? Comment sont-ils devenus bourreaux? Qu'est-ce qui se cachait derrière ces actions? Les gardiens les plus infâmes de Stutthof. Dans le labyrinthe d'horreur qu'était Stutthof, ce n'était pas seulement la structure brutale du camp ou les méthodes d'extermination qui se distinguaient par leur cruauté. Certains noms aussi. Les jeunes femmes, dont beaucoup étaient au sommet de leur vie, sont devenues des symboles de la déshumanisation la plus extrême qui a caractérisé le régime nazi. Parmi elles, 3 figures émergent avec une clarté troublante. Jenny Wanda Bachmann, Ursula Paradis et Elisabeth Becker. Chacune incarnait à sa manière un aspect du mal quotidien qui imprégnait le système concentrationnaire. Jenny Wanda Bachmann, surnommée avec une ironie macabre le Beau Spectre, est née en 1922. Son apparence contrastait fortement avec les actes atroces qu'elle commettait. Grande, blonde, avec un visage serein qui semblait incapable d'abriter le mal. Et pourtant, Bachmann a utilisé précisément cette image pour projeter un faux sentiment de calme sur les prisonniers avant de les briser complètement. Les témoignages recueillis lors des procès de Gdansk en 1946 sont unanimes dans leur description. Bachmann supervisait les exécutions avec une froideur glaciale. Il était courant de la voir sourire lorsqu'elle sélectionnait personnellement les prisonniers qui seraient envoyés dans les chambres à gaz. Pour de nombreux survivants, ce sourire, dénué de compassion, est devenu le dernier visage humain qu'ils ont vu avant de mourir. Mais sa cruauté ne s'arrête pas là. Des archives polonaises, découvertes des décennies plus tard, ont révélé son implication dans des expériences médicales menées à Stutthof. Bien que les détails restent flous, on sait que Bachmann a supervisé des procédures qui ont directement entraîné la mort de plusieurs prisonniers. Elle n'était pas un simple témoin passif. Sa signature apparaissait sur des documents autorisant des traitements inhumains. Lors de son procès, il a tenté de se défendre en affirmant qu'il ne faisait que suivre les ordres. Cependant, les preuves documentaires et les témoignages des victimes ont réfuté cette excuse. Bachmann a non seulement exécuté les ordres, mais a agi avec une initiative personnelle, dépassant les limites de sa fonction pour infliger la douleur et la mort avec un enthousiasme troublant. L'histoire d'Ursula Paradis, née en 1921, est différente dans ses nuances, mais non moins sombre. Paradis, avec une constitution plus robuste et un regard dur, était connu à la campagne comme un sadique impitoyable. Contrairement à Bachmann, sa cruauté n'était pas enveloppée d'un halo de beauté trompeuse. C'était ouvert, explicite et brutal. Il organisait ce que les prisonniers appelaient des « jeux macabres », des tâches impossibles destinées à humilier, épuiser et finalement tuer ceux qui y participaient. L'un des jeux les plus courants consistait à demander aux prisonniers de porter des seaux d'eau perforés, sachant que la tâche était inutile. Ceux qui échouaient, inévitablement la majorité, étaient fouettés en public ou, dans de nombreux cas, exécutés sur place. Un récit particulièrement troublant provient d'une survivante qui a raconté comment Paradis a forcé un groupe de prisonnières à courir pieds nus sur la neige glacée, les frappant avec un fouet à chaque tour. Elle aimait nous voir souffrir,
Cela se voyait sur son visage. Chaque cri était pour elle comme une victoire. Des documents déclassifiés en 2020 ont confirmé qu'Ursula Paradis a également joué un rôle important dans les marches de la mort qui ont quitté Stutthof dans les derniers mois de la guerre. Des témoins ont affirmé qu'il avait tiré sur des prisonniers sans provocation, sans autre raison que le simple exercice de son pouvoir. La troisième de ces figures, Elisabeth Becker, offre un profil encore plus inquiétant en raison de son apparente normalité. Née en 1924, Becker n'avait que 20 ans lorsqu'elle fut recrutée comme Aufseherin en 1944. Jusque-là, il travaillait dans une usine, menant une vie modeste et anonyme. Contrairement à Barkman et Paradis, Becker n'était pas ouvertement sadique et ne montrait pas de plaisir explicite face à la souffrance des autres. Mais sa transformation fut rapide. Sous l'atmosphère toxique de Stutthof, il adopte sans hésiter les pratiques du camp. Il participe à la sélection des prisonniers pour les chambres à gaz, supervise les châtiments corporels et assiste sans manifester aucune empathie à l'incinération systématique des corps dans les crématoires. Un survivant a raconté son souvenir de Becker. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence suffisait à nous terrifier. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard, comme s'il tirait les leçons de chaque acte de cruauté qu'il observait. Lors de son procès, Becker a tenté de faire appel à sa jeunesse et à son inexpérience, affirmant qu'il ne comprenait pas pleinement les conséquences de ses actes. Mais les lettres qu'il a écrites à sa famille, découvertes dans les archives polonaises, dressent un tableau différent. Il y décrit son travail comme difficile mais nécessaire pour la protection du peuple allemand. Pour Becker, la participation à la mort n'était pas un accident, mais un devoir idéologique assumé avec résignation et conviction. Finalement, le tribunal n'a trouvé aucune raison de l'acquitter. Elisabeth Becker fut condamnée à mort avec Barkman et Paradis et exécutée par pendaison publique à Gdansk le 4 juillet 1946. L'histoire de ces trois femmes nous force à affronter une vérité inconfortable. Le mal ne se présente pas toujours avec des visages monstrueux. Parfois, il arrive habillé de façon normale, jeune et avec une apparente innocence. Barkman, Paradis et Becker n'étaient pas des démons surnaturels. Ils étaient le produit d'un système qui enseignait à annuler la compassion et à transformer l'obéissance en justification pour commettre des atrocités. Leur vie et leurs crimes sont un avertissement éternel. Lorsque l'idéologie déshumanise les autres, n'importe qui peut devenir un bourreau. Quel fut le sort de ces gardes ? Les actes de Barkman, Paradis et Becker ne sont pas restés impunis. Lors du procès de Stutthof en 1946, tous trois furent reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Barkman et Paradis furent condamnés à mort et exécutés publiquement à Gdansk. Becker a également été condamné à la peine de mort, même s'il a exprimé des remords dans ses derniers mots. Procès de Stutthof, qui se déroulèrent à l'été 1946, un an seulement après la libération du camp, représentèrent l'un des événements les plus importants de l'après-guerre en Europe de l'Est. Ce procès historique a été un effort important pour traduire en justice les responsables des crimes commis dans l'un des camps les plus brutaux du régime nazi. Sous la supervision d'un tribunal polonais spécial et avec une large couverture internationale, 13 accusés ont été jugés, dont 6 femmes qui avaient servi comme gardes de camp. Ce procès fut l'un des premiers à reconnaître la responsabilité des femmes dans les crimes de guerre, une question reléguée au second plan dans d'autres procès de l'époque. La sélection des accusés s'est basée sur des preuves recueillies immédiatement après la libération. Photographies, dossiers administratifs et témoignages de survivants. L'un des documents les plus choquants était un rapport de l'Armée rouge détaillant les conditions inhumaines du camp et les atrocités commises par son personnel. Parmi les accusés figuraient des personnalités clés telles que Jenny Wanda Barkman, Ua Paradis et Elisabeth Becker. Les responsables masculins du camp responsables d'exécutions massives et de marches de la mort ont également été jugés. Un journaliste polonais présent au procès a décrit la scène. Les accusés restaient assis en silence, leurs expressions oscillantes entre l'indifférence et l'anxiété. Certains tentèrent de justifier leurs actes en prétendant obéir aux ordres.
tandis que d'autres gardaient un silence de mort. Plus de 30 survivants ont témoigné, relatant les conditions inhumaines, les punitions brutales et les exécutions sommaires du camp. Anna K., une survivante juive, a raconté comment Barkman sélectionnait les prisonniers pour la chambre à gaz. « Je me souviens comment elle marchait parmi nous, souriante. Elle nous regardait comme si nous n'étions pas humains. Je n'oublierai jamais le dernier regard que ma sœur lui a lancé lorsqu'elle a été emmenée. » Un autre témoin, Piotr S., a raconté comment Paradis l'a battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance, parce qu'il n'avait pas accompli une tâche insensée. Elle aimait avoir du pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement d'obéir aux ordres, c'était une affaire personnelle. Le 31 mai 1946, le tribunal rendit son verdict. Sur les 13 accusés, 11 ont été condamnés à mort, y compris toutes les gardiennes. Les exécutions ont eu lieu le 4 juillet 1946, en public à Gdansk, devant des milliers de personnes, dont des survivants de Stutov et des habitants locaux. Cet acte représentait non seulement la justice, mais aussi un message puissant sur l'importance de la responsabilité. Un témoin oculaire a décrit la scène. La foule était silencieuse. Il y avait du soulagement, mais aussi de la tristesse. Nous ne célébrions pas la mort de ces personnes, mais plutôt le fait que justice avait enfin été rendue. Une révélation notable liée au procès a été l'identification de lettres écrites par Jenny Wanda Barkman alors qu'elle attendait sa condamnation. Dans ces lettres, adressées à sa famille, il a fait preuve d'une absence totale de remords et a défendu ses actes. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'Allemagne. Si je naissais de nouveau, je le referais. » Une autre révélation fascinante fut l'utilisation d'un enregistreur audio pendant le procès, une pratique inhabituelle à l'époque. Les enregistrements, conservés dans les archives polonaises, ont capturé les voix des accusés et des survivants, offrant un récit vivant de l'horreur de Stutov et de l'impact du procès. Le procès et les exécutions publiques ont laissé une profonde impression sur la population de Gdansk et de ses environs. Pour beaucoup, il représentait une clôture symbolique et une occasion de faire face au passé. Cependant, des débats ont également surgi quant à l'efficacité des procès publics en tant qu'outil de justice. Un agriculteur local a commenté dans une interview des années plus tard « Nous avons vu que justice a été rendue, mais le souvenir de ce que ces gens ont fait ne sera jamais effacé. » Procès de Stutov en 1946 a marqué une étape importante dans les efforts visant à lutter contre les atrocités nazies et a établi un précédent pour la justice internationale. Grâce à des témoignages poignants et à des preuves convaincantes, le tribunal a réussi à faire rendre des comptes aux auteurs de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Cependant, cela a également révélé les limites de la justice d'après-guerre, car de nombreux auteurs ont échappé à tout contrôle et ont vécu le reste de leur vie en liberté. Ce processus a non seulement puni les auteurs, mais a également suscité un débat sur la mémoire, la responsabilité et la nécessité de se souvenir des horreurs du passé pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Les femmes qui ont échappé à la justice, Erota et les gardiens évadés. Dans les mois turbulents qui ont suivi l'effondrement du Troisième Reich en mai 1945, l'Europe était un continent en proie au chaos. Les frontières sont devenues floues. Les villes se sont remplies de réfugiés désespérés et dans cet océan de confusion, des milliers de criminels de guerre ont saisi l'occasion d'échapper à la justice. Parmi eux, il n'y avait pas seulement des officiers SS de haut rang ou des dirigeants nazis. Il y avait aussi des figures plus discrètes, moins célèbres, mais non moins responsables des horreurs commises, les Aufseherinnen, les gardiennes des camps de concentration. L'une de ces figures était Erota, dont le cas allait devenir un symbole des difficultés à traduire tous les coupables en justice. Erota. Il est né en 1921 dans une famille modeste en Allemagne. Sa jeunesse s'est déroulée dans un contexte social marqué par la crise économique, les troubles politiques et la montée du national-socialisme. Attirée par les promesses d'ordre, de grandeur nationale et d'opportunités d'emploi du régime, elle rejoint le système des camps en 1942
en tant qu'Ofseherin ou gardienne. À Stutov, Herota a trouvé sa véritable vocation dans la machinerie de l'horreur. Les témoignages des survivantes la décrivent comme une femme physiquement imposante, au caractère froid et autoritaire, et avec une disposition alarmante à recourir à la violence. Son nom est lié à plusieurs fonctions clés dans le domaine, telles que supervision des sélections pour les chambres à gaz, application de châtiments corporels sévères aux prisonniers désobéissants ou affaiblis, et surveillance des marches de la mort dans les derniers jours de la guerre. Survivant de Stutov, Samuel K. a raconté des décennies plus tard, son regard était glacial. Si on essayait de se défendre ou d'expliquer quelque chose, elle la frappait. Elle semblait prendre plaisir à nous rappeler que nous ne valions rien à ses yeux. Herota n'était pas une simple observatrice. Il a participé activement à la dynamique d'oppression et d'extermination qui a caractérisé Stutov. Contrairement à de nombreux autres gardes capturés et jugés lors des premiers procès de 1946, Herota a réussi à disparaître. Lorsque le camp fut libéré par les forces soviétiques, elle profita du chaos de l'après-guerre pour se fondre parmi les millions de personnes déplacées et de réfugiés errant à travers l'Europe centrale. Ce n'était pas un incident isolé. Une enquête sur des dossiers déclassifiés en 1998 a révélé l'existence de réseaux clandestins qui aidaient d'anciens membres du régime nazi, y compris des femmes, à falsifier des documents, à prendre de nouvelles identités et à se réintégrer dans les communautés rurales. Le cas d'Herota, on pense qu'il s'est d'abord enfui en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, puis s'est installé à Hambourg sous un faux nom et en occupant des emplois subalternes qui n'éveillaient pas les soupçons. Pendant des années, elle a réussi à passer inaperçue. Le silence, la peur des représailles et le manque de ressources pour mener des enquêtes approfondies dans la période d'après-guerre lui ont permis de se construire une nouvelle vie. Cependant, en 1951, sa chance tourne. Suite à une série de plaintes anonymes et à la collaboration d'anciens prisonniers polonais qui avaient reconnu son visage sur des photographies d'archives, Herota fut identifié et arrêté par les autorités britanniques qui contrôlaient encore certaines parties de l'Allemagne. Lors de son interrogatoire, il adopta la défense classique de tant de criminels nazis. Il affirma qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et qu'il n'était pas au courant de la véritable ampleur des activités à Stutov. Mais les preuves accumulées étaient accablantes. Des documents officiels, retrouvés dans les vestiges administratifs de Stutov, incluaient sa signature sur les registres de transport des prisonniers destinés aux chambres à gaz. De plus, des témoins comme Janusz P., un survivant polonais, ont rapporté l'avoir vu battre brutalement une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, simplement parce qu'elle était incapable de se tenir debout pendant une inspection. Janusz se souvient, il n'a montré aucune pitié. La femme est tombée à terre et Herota a continué à marcher indifférente, comme si elle avait écrasé une pierre sur son passage. En 1953, Herota fut finalement traduit en justice. Le procès, bien que moins médiatique que celui de Nuremberg, était significatif. Il était l'occasion d'envoyer un message clair. Même les acteurs mineurs de l'Holocauste seraient tenus responsables de leurs actes. Le tribunal l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de complicité de meurtres de masse. Cependant, dans une décision qui suscite encore aujourd'hui la controverse parmi les historiens, elle a été condamnée à seulement 10 ans de prison. Pire encore, sa peine fut réduite pour bonne conduite et il fut libéré en 1957, 4 ans seulement après sa condamnation. De nombreux survivants et proches des victimes ont considéré cette libération anticipée comme une trahison de la mémoire des morts. Herota a disparu dans la vie civile, cette fois légalement, vivant ses dernières années dans une relative obscurité. Il n'a jamais montré de remords en public, il n'a jamais demandé pardon. Affaire Herota, bien qu'elle se soit soldée par une condamnation, reflète les énormes limites de la justice d'après-guerre. Procès tardif, peine clémente et échec structurel à poursuivre tous les responsables. Et surtout, cela démontre une vérité douloureuse.
Tous les coupables n'ont pas subi des conséquences à la hauteur de leurs crimes. Mais leur histoire laisse aussi une leçon. Même si certains ont pu s'échapper temporairement, la mémoire ne les a pas absous. Leurs noms, leurs actes, leurs complicités sont restés à jamais gravés dans les annales de l'horreur. Et Rota représente toutes ces figures qui ont tenté d'enterrer leur passé sous des couches d'oubli, mais qui n'ont pas pu effacer le poids de l'histoire, ni la voix persistante de ceux qui ont survécu pour la raconter. Justice différée, cas entre 2000 et 2021. Depuis des décennies, l'écho des crimes commis à Stutthof et d'autres camps de concentration semblait se dissiper dans le tourbillon de la reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. De nombreux auteurs, notamment ceux qui occupaient des postes subalternes, secrétaires, assistants, agents de sécurité, ont réussi à échapper à la justice immédiate. Mais le passage du temps n'a pas effacé ces crimes. Et entre 2018 et 2021, un nouvel effort judiciaire est sorti de l'ombre de l'oubli. Bien que symbolique, en raison de l'âge avancé des accusés, de la rareté des témoins vivants et du poids implacable des décennies, ces procès représentaient un acte d'affirmation historique. La responsabilité n'expire pas. L'un des procès les plus notoires fut celui de Irmgard Fürchner. Né en 1925, Fürchner avait travaillé comme secrétaire à Stutthof entre 1943 et 1945. Pendant longtemps, son nom était resté enfoui dans les documents, dilué parmi la mer de complices anonymes qui soutenaient la machine nazie. Cependant, en 2021, un tribunal allemand a jugé que son rôle administratif ne l'exonérait pas de sa responsabilité. Elle a été officiellement accusée de complicité dans plus de 10 000 meurtres. Au cours du procès, qui a attiré l'attention internationale, les survivants ont livré des récits saisissants des conditions inhumaines du camp, faim constante, coups routiniers, exécutions sommaires et la fumée âcre des crématoires qui imprégnaient chaque centimètre carré de l'air. L'un de ces témoignages, celui de Moshe D., résumait l'essence du procès dans une phrase qui résonnait dans la salle d'audience. Peu importe qu'ils aient signé des documents ou qu'ils aient porté un fusil, ils ont tous contribué au système qui a détruit nos vies. L'argument central du procès était clair. Sans le travail administratif, sans les ordres écrits, sans les procès-verbaux méticuleux, le génocide n'aurait pas été possible. La bureaucratie était une arme aussi mortelle que les chambres à gaz. Fürchner est apparu fragile, silencieux, presque détaché. Mais son silence a été interprété par beaucoup comme un manque de repentance. Aux yeux du tribunal et des survivants, son âge avancé n'a pas effacé le sang invisible qu'il portait sur ses mains. Une découverte particulièrement troublante a émergé au cours de ces procès, des lettres personnelles écrites par certaines des femmes qui avaient travaillé à Stutthof, des lettres envoyées à leurs familles en Allemagne pendant les années de guerre. Conservées dans des archives oubliées, ces lettres offraient un aperçu sans filtre de l'état d'esprit des auteurs de ces crimes. Dans l'un d'eux, une tutrice, identifiée uniquement par ses initiales, écrit à sa sœur « Ce travail est difficile, mais nécessaire pour le bien de l'Allemagne. Les prisonniers ne sont pas des êtres humains, juste des outils qu'il faut user. » La froideur de ses propos, son acceptation routinière de la souffrance des autres, ont choqué les chercheurs et le public. Ils ont montré que la déshumanisation n'était pas le résultat de la peur ou d'une coercition momentanée, mais d'une conviction profonde, intériorisée jusqu'à devenir naturelle. En 2020, une équipe d'historiens enquêtant sur des archives oubliées à Stutthof a découvert une liste de noms. Il s'agissait de gardes, de secrétaires et d'assistants qui n'avaient jamais été poursuivis après 1945. Cette découverte a ouvert de nouvelles enquêtes, entraîné la réouverture d'affaires closes et alimenté l'espoir, quoique modeste, qu'il serait peut-être encore possible de traduire d'autres auteurs en justice. Bien que de nombreux noms soient ceux de personnes décédées, certains cas actifs ont été révélés. Chaque nouveau procès, chaque convocation au tribunal, chaque examen documentaire était perçu par les survivants et leurs descendants comme une petite victoire contre l'oubli. Les récents procès ont suscité un débat intense en Allemagne et dans le monde entier.
Est-il judicieux de poursuivre des personnes de plus de 90 ans, fragiles, parfois séniles, tant d'années après leur crime? Certains critiques ont soutenu que ces procès étaient purement symboliques, qu'ils n'apportaient pas de véritable justice, qu'ils ne faisaient que rouvrir les blessures au lieu de les guérir. D'autres, en revanche, ont défendu avec passion son importance. Pour eux, chaque épreuve était un message clair. Le temps n'efface pas la responsabilité. Le simple fait de juger, au-delà de la punition spécifique, était une affirmation que les victimes n'avaient pas été oubliées, que leurs histoires comptaient encore, que la dignité humaine prévalait même face au poids brutal du passé. Comme l'a déclaré un procureur allemand en 2019, lors du procès d'un garde du Stutthof, ces procès ne concernent pas seulement le passé. Ils rappellent que la justice est éternelle. Ils sont un acte de respect envers ceux qui ne peuvent plus faire entendre leur voix. Tous les responsables n'ont pas été capturés. Certaines femmes, comme la tristement célèbre Herota, ont réussi à échapper au processus de dénazification et à réintégrer la vie civile sans avoir à faire face à des conséquences juridiques. Herota, connue dans les archives internes de Stutthof comme l'une des gardiennes les plus cruelles, a disparu dans les mois chaotiques qui ont suivi la chute du Troisième Reich. On sait qu'il a vécu sous un faux nom dans des zones rurales d'Allemagne, se cachant à la vue de tous. L'histoire de Herota et d'autres fugitifs est un rappel amer des limites de la justice humaine. Mais cela démontre aussi une autre vérité. Même lorsque la justice échoue, la mémoire persiste. Les crimes commis dans les camps n'ont pas été effacés. Ils ont été enregistrés dans les témoignages, dans les documents, dans les cauchemars des survivants. Le procès de Irmgard Fürchner, l'un des rares survivants de Stutthof, un vieil homme de plus de 90 ans, a résumé le sentiment de tous ceux qui ont attendu des décennies pour voir les coupables tenus responsables. Voir quelqu'un répondre de ses crimes, même après tant d'années, est réconfortant. Cela nous rappelle que nos histoires comptent, et c'est peut-être là la victoire finale de la mémoire sur l'oubli. Traces de barbarie, leçon de Stutthof et de ses gardiens. Affaire Stutthof et les atrocités commises par ces gardes représentent l'un des épisodes les plus sombres du régime nazi. Au-delà des crimes documentés, l'histoire de ce camp de concentration laisse un héritage historique et moral qui exige une réflexion profonde. Stutthof fut le premier camp de concentration construit en dehors de l'Allemagne et symbolise la propagation de la machine génocidaire nazie dans les territoires occupés. Au cours de ces 6 années de fonctionnement, de 1939 à 1945, le camp s'est transformé d'un centre de détention en camp d'extermination, s'adaptant aux besoins du régime pour mettre en œuvre la soi-disant « solution finale ». Le camp fut libéré en mai 1945, mais l'impact de ces horreurs persista longtemps après. Les procès ultérieurs, les témoignages de survivants et les conclusions des archives ont méticuleusement documenté l'ampleur des crimes commis. Cependant, ils ont également révélé les lacunes de la justice d'après-guerre, car de nombreux auteurs ont réussi à éviter d'être punis pendant des décennies. Une curiosité peu connue est que parmi les documents récupérés à Stutthof se trouvait un journal appartenant à un fonctionnaire nazi qui supervisait le camp. Dans ces pages, il qualifie les prisonniers de « numéros sans nom » et décrit les chambres à gaz comme des « solutions techniques », soulignant comment le régime déshumanise systématiquement ses victimes, transformant le génocide en un processus bureaucratique. L'implication des gardiennes dans les crimes de Stutthof a suscité un débat universitaire et historique intense. Ces femmes, dont beaucoup étaient des jeunes femmes recrutées par l'intermédiaire de la Ligue des jeunes filles allemandes, jouèrent un rôle actif dans la torture, les exécutions et la surveillance des prisonniers. Leur implication remet en question les stéréotypes de genre traditionnels et démontre que l'idéologie nazie imprégnait tous les niveaux de la société. Lors des procès de 1946, les témoignages des survivants ont révélé le niveau de cruauté infligé par ces gardes. Mais leurs actions soulèvent également de profondes questions sur la responsabilité individuelle
et sur la capacité de l'endoctrinement à transformer des gens ordinaires en auteurs de crimes de masse. Une citation enregistrée lors du procès de Lua Paradise capture cette dualité. Elle n'était pas un monstre, c'était une femme ordinaire qui est devenue quelque chose d'inimaginable. L'étude de Stutoff et de ses gardes n'est pas seulement un regard sur le passé, mais aussi un avertissement pour le présent et l'avenir. Les atrocités commises dans cette région démontrent comment un système idéologique peut corrompre les institutions, normaliser la violence et déshumaniser des groupes entiers. Une leçon cruciale est l'importance de la mémoire historique. La préservation des témoignages, des documents et des sites historiques des survivants est essentielle pour éviter que ces événements ne soient minimisés ou déformés. Selon les mots d'un historien polonais chargé de la conservation du Stutoff, chaque pierre dans ce champ raconte une histoire. Si nous n'écoutons pas, nous risquons de répéter les erreurs du passé. Stutoff nous laisse également quelques curiosités et découvertes récentes. En 2020, une équipe d'archéologues a découvert une cage souterraine près du camp contenant des effets personnels de prisonniers, notamment des lettres, des photographies et de petites reliques. Ces résultats ont apporté de nouvelles perspectives sur la vie et les espoirs des victimes, nous rappelant que derrière les statistiques se cachent des êtres humains avec des histoires individuelles. Une autre découverte importante a été la publication de dossiers documentant la manière dont certaines entreprises allemandes ont directement bénéficié du travail forcé à Stutoff, ce qui a donné lieu à des poursuites judiciaires et à des débats sur la responsabilité des entreprises en temps de guerre. Bien que de nombreux auteurs aient été poursuivis dans le cadre de procédures immédiates ou ultérieures, le fait que certains aient échappé à la justice soulève des questions quant à l'efficacité des systèmes juridiques en période de transition. Cependant, ces procès, bien que retardés, ont contribué à éclairer ces zones d'ombre en traduisant en justice certains des responsables et en documentant les horreurs vécues par les victimes. Cependant, la souffrance ne s'arrête pas avec la punition du coupable. Des cicatrices émotionnelles et physiques subsistent, tant chez les survivants que dans la mémoire collective. Comme l'a exprimé un survivant du camp de Stutoff en 2018 lors du procès d'un ancien secrétaire du camp. « Ce procès n'est pas seulement pour moi, il est pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. C'est notre dernière chance d'être entendus. » L'histoire de Stutoff, ce camp de concentration qui a fonctionné entre 1939 et 1945, n'était pas seulement un lieu de mort, mais aussi une scène où se manifestait la plus profonde cruauté humaine. La cruauté de ses gardiens souligne l'importance d'éduquer les générations futures sur les dangers de la haine et de l'intolérance. Les musées, les monuments et les programmes éducatifs du monde entier ont pris la responsabilité de garder vivante la mémoire des crimes nazis. En Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays, des initiatives telles que des visites scolaires de sites historiques et des projets de documentation ont contribué à contextualiser ces événements et à réfléchir à la manière dont les sociétés peuvent résister à la montée des idéologies extrémistes. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ces atrocités, nous devons nous engager à garder la mémoire vivante, à défendre la dignité humaine et à éduquer les générations futures afin que ces tragédies ne se reproduisent plus jamais. Marche de la mort, les derniers jours de l'horreur. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, alors que la défaite nazie devenait inévitable, les camps de concentration devinrent des scènes d'horreur encore plus profondes. Les soi-disant marches de la mort ont été mises en œuvre comme une tentative désespérée d'évacuer les camps, de cacher les preuves des crimes et d'empêcher la libération des prisonniers par les forces alliées. Stutoff ne faisait pas exception. Entre fin 1944 et début 1945, des dizaines de milliers de prisonniers ont été contraints de parcourir de longues distances à pied dans des conditions extrêmes. Selon certaines sources, en septembre 1944, alors que les forces soviétiques approchaient de la Baltique, les nazis ordonnèrent l'évacuation partielle de Stutoff. Les prisonniers affaiblis par des années de malnutrition et de travail forcé étaient emmenés hors du camp et contraints de parcourir des kilomètres dans un froid extrême.
Ces marches impliquaient une descente encore plus profonde dans la souffrance. Ils ont été conduits dans des conditions brutales. Les prisonniers ont marché pendant des jours sans nourriture ni eau. Ceux qui s'effondraient d'épuisement ou de maladie étaient exécutés sur place par les gardes. Un survivant identifié comme étant l'homme T a décrit « Nous marchions sans relâche, les pieds en sang et le corps tremblant de froid. Ceux qui tombaient n'étaient pas secourus, seul le coup de feu résonnait. Certains d'entre nous se demandaient s'il ne valait pas mieux s'arrêter et accepter la faim. Les conditions climatiques ont aggravé les souffrances. Au cours de l'hiver 1944, les températures dans la région baltique sont tombées en dessous de moins 20 degrés Celsius. Les prisonniers, vêtus de haillons et sans chaussures appropriées, luttaient pour survivre à l'exposition constante au froid. Au cours de ces marches, les gardiennes jouaient un rôle actif dans la surveillance et l'exécution des prisonniers. Les Offizierinnen, formés au maniement des armes et endoctrinés idéologiquement, surveillaient les groupes avec les gardes masculins. Beaucoup d'entre eux étaient connus pour leur cruauté, utilisant des fouets et des fusils pour maintenir le contrôle des colonnes. Un témoignage de Sarah B., une survivante polonaise, décrit le comportement de l'un de ses gardes. « Je me souviens d'une femme qui nous observait. Elle nous frappait si nous n'avancions pas assez vite. Je l'ai vue un jour tirer sur une mère tombée à terre, son enfant dans les bras. Son visage était impassible. Jenny Wanda Barkman, surnommée « le beau spectre », fut l'une des plus brutales lors des marches de Stutthof. Selon les témoignages, il exécutait non seulement des prisonniers, mais il le faisait avec une satisfaction apparente. Un rapport post-procès de 1946 détaille comment Barkman a participé à la sélection des prisonniers qui ne pouvaient à ce plus continuer à marcher, les condamnant à être exécutés sur place. Une découverte récente dans les archives allemandes a révélé une stratégie nazie lors de ces marches. Les itinéraires étaient prévus pour traverser des zones inhabitées dans le but de minimiser le nombre de témoins. Cependant, certains résidents locaux ont été témoins de l'horreur. Un paysan allemand déclara des années plus tard « Nous les avons vus passer au loin. Impossible de nous approcher davantage, mais nous savions qu'ils étaient en train de mourir. Seuls des coups de feu et des cris ont rompu le silence. » Une autre découverte de 2018 a montré comment les gardiennes recevaient des incitations pour maintenir le contrôle pendant les marches, notamment des jours de congés supplémentaires et l'accès aux biens confisqués des prisonniers, alimentant encore davantage la brutalité. Les marches ont non seulement coûté la vie à des milliers de prisonniers, mais ont également laissé de profondes cicatrices chez les survivants. Les descriptions de ces événements montrent comment la faim, le froid et la violence systématique ont réduit les prisonniers à un état de désespoir absolu. Un fragment du journal retrouvé d'un prisonnier inconnu offre un aperçu poignant. « Nous marchons comme des ombres. Nous n'avons ni le temps de pleurer les morts, ni la force d'aider les vivants. Nous continuons d'avancer car s'arrêter signifie la fin. » Le traumatisme psychologique des marches a hanté les survivants toute leur vie. Beaucoup souffraient de cauchemars récurrents, incapables d'oublier les images de leurs camarades tombant et étant exécutés. Lorsque Stutthof fut finalement libéré en mai 1945, des milliers de prisonniers étaient encore en marche ou avaient péri en chemin. Les troupes soviétiques ont trouvé un camp pratiquement désert, avec seulement une poignée de survivants qui avaient échappé aux marches. Les marches de la mort de Stutthof reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Holocauste. Au-delà de la cruauté inhérente à ces évacuations forcées, elle révèle jusqu'où le régime nazi était prêt à aller pour dissimuler ses crimes et perpétuer son idéologie, même dans ses derniers jours. Souvenir d'horreur, Stutthof, l'enfer sur la côte baltique. Initialement créé comme centre de détention, Stutthof a été transformé en camp de la mort où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été confrontés à des conditions inhumaines, au travail forcé et aux exécutions de masse. Ce qui distingue toutefois Stutthof des autres camps, c'est le rôle de ses gardiennes. Nombre de ces jeunes femmes, recrutées au sein de la Ligue des jeunes filles allemandes, sont devenues les auteurs de crimes odieux, commettant des abus et des meurtres avec une froideur glaciale.
Ses actions impitoyables et sa participation active à la brutalité du camp sont devenues un symbole de la banalité du mal. Stutów, situé près de la ville polonaise de Gdansk, fut le premier camp de concentration établi en dehors des frontières de l'Allemagne et l'un des derniers à être libéré. Conçu à l'origine comme un centre de détention pour l'élite intellectuelle polonaise, Stutów est rapidement devenu un élément clé de la machine génocidaire du Troisième Reich. Initialement conçu pour accueillir quelques centaines de prisonniers, le Stutów a rapidement grandi en taille et en capacité. Entre 1939 et 1944, le camp fut élargi pour inclure des chambres à gaz, des crématoires et un vaste réseau de sous-camps. Ces installations reflétaient la transformation de Stutów en camp d'extermination, où des milliers de Juifs, de Polonais, de Soviétiques et de prisonniers de guerre d'autres nationalités étaient systématiquement assassinés. À la fin de la guerre, plus de 110 000 personnes avaient franchi les portes de Stutów. On estime que 65 000 d'entre eux, soit plus de la moitié, n'en sont jamais sortis vivants. La malnutrition, la maladie et les conditions de vie brutales ont coûté la vie à des milliers de personnes, tandis que d'autres ont péri lors d'exécutions de masse organisées par les nazis. La vie à Stutów a été conçue pour briser à la fois le corps et l'esprit. Dès leur arrivée, les prisonniers étaient soumis à un processus de déshumanisation totale. Leurs biens leur étaient confisqués, on leur attribuait des numéros et on les forçait à porter des uniformes rayés qui les transformaient en de simples ombres d'eux-mêmes. La faim était une constante dans les campagnes. Les rations quotidiennes se composaient d'un morceau de pain rassis et d'une soupe aqueuse contenant peu ou pas de nutriments. Les prisonniers travaillaient de longues heures dans des conditions épuisantes, qu'il s'agisse de construire les infrastructures du camp, de fabriquer des munitions ou d'effectuer des tâches agricoles. Ceux qui devenaient trop faibles étaient marqués pour être éliminés. Le récit d'un survivant recueilli en 1945 décrit l'impact de ces conditions. Nous étions des squelettes vivants. Chaque pas était une lutte. La faim ne nous consumait pas seulement physiquement, elle nous dépouillait aussi de notre humanité. Le froid de l'hiver dans la région baltique a encore aggravé les souffrances des prisonniers. Avec des vêtements inadéquats et des abris mal construits, beaucoup ont succombé à des maladies telles que la pneumonie et la tuberculose. Dans ce contexte, nous raconterons quelque chose qui, à l'époque, semblait impensable. En 1942, une nouvelle figure apparaît au sein de la structure du Stutów, les Aufseherinnen ou des gardes féminines. Souvent recrutées au sein de la Ligue des jeunes filles allemandes, BDM, ces jeunes femmes étaient formées pour surveiller les prisonnières et maintenir l'ordre dans le camp. Bien qu'initialement peu nombreuses, les gardes féminines ont joué un rôle de plus en plus important à mesure que le domaine s'est développé. Les Aufseherinnen. Ils étaient chargés de surveiller les prisonniers et participaient également activement aux punitions et aux exécutions. Certains ont acquis une réputation de cruauté, utilisant des méthodes sadiques pour infliger des souffrances. Parmi elles se trouvait Jenny Wanda Bachmann, connue pour son apparence attrayante mais son attitude impitoyable, qui sélectionnait fréquemment les prisonniers pour les chambres à gaz avec le sourire aux lèvres. Les gardiennes surveillaient également le travail des prisonniers dans les usines et les ateliers du camp, leur infligeant des châtiments corporels pour la moindre erreur, en utilisant des fouets et d'autres instruments. Sa présence à Stutów a remis en question la perception traditionnelle des femmes comme figure de compassion et d'attention, démontrant que l'idéologie nazie pouvait corrompre même les valeurs humaines les plus fondamentales. Mais une question se pose. Quel était le but ultime de Stutów? En 1944, avec l'avancée de l'armée rouge, les nazis intensifièrent leurs efforts pour détruire toutes les preuves de leurs crimes à Stutów. Cependant, les exécutions massives ont continué jusqu'au dernier jour du camp, les prisonniers étant envoyés dans ce qu'on appelle des marches de la mort vers d'autres camps ou vers l'intérieur de l'Allemagne. La Ligue des jeunes filles allemandes, les femmes les plus cruelles du nazisme. Dans l'Allemagne nazie, l'endoctrinement idéologique ne se limitait pas aux hommes. Les jeunes femmes furent recrutées en masse dans des organisations telles que la Ligue des jeunes filles allemandes
BDM, l'équivalent féminin des jeunesses hitlériennes. Par le biais du BDM, le régime a inculqué l'idéologie nazie à ses adolescentes, préparant nombre d'entre elles à des rôles cruciaux dans la machine d'oppression, notamment à des postes de gardiennes dans les camps de concentration. Comment cet endoctrinement a-t-il fonctionné? Fondée en 1932, la BDM avait pour objectif de former les jeunes femmes allemandes à devenir de futures mères du Reich et des défenseurs du Troisième Reich. Dès l'âge de 14 ans, les participants étaient plongés dans une éducation strictement idéologique. Ils ont appris les principes de pureté raciale, de sacrifice pour la nation et d'obéissance absolue au Führer. Les rapports de l'époque révèlent que les activités du BDM ne se limitaient pas à des rassemblements sociaux ou à des sports, mais comprenaient également des cours sur la biologie raciale et le devoir de défendre l'Allemagne contre ses ennemis. Une survivante du programme, identifiée comme Ingrid H., a raconté des décennies plus tard: « On nous a appris que nous étions supérieurs, que notre sang nous rendait spéciaux. À 13 ans, nous y croyions. Nous estimions qu'il était de notre devoir de protéger la grandeur de l'Allemagne. » Avec le déclenchement de la guerre, beaucoup de ces jeunes femmes furent affectées au travail dans des usines, des hôpitaux ou comme auxiliaires sur les lignes de front. Cependant, à mesure que le besoin de personnel dans les camps de concentration augmentait, plusieurs d'entre eux furent transférés comme gardiens, formation pour devenir Aufseherin. Ils comprenaient des instructions sur l'utilisation des armes, les tactiques de surveillance et, surtout, la désensibilisation à la souffrance humaine. Les instructeurs leur ont inculqué que les prisonniers étaient des ennemis du Reich, indignes de compassion. Des documents récemment déclassifiés révèlent que beaucoup de ces femmes ont accepté leur nouveau rôle non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons matérielles. Une meilleure nourriture, des vêtements et des privilèges inabordables pour les autres travailleurs civils. Même si la propagande nazie décrivait les Aufseherinnen en tant que fidèles défenseurs de la nation, les témoignages ultérieurs montrent que leurs motivations étaient diverses. Certains, profondément endoctrinés, croyaient sincèrement à la cause nazie. D'autres ont vu ces postes comme une opportunité d'ascension sociale ou d'échapper à la pauvreté, comme ce fut le cas de Jenny Wanda Bachmann. Bachmann, l'un des gardes les plus connus de Stutthof, a rejoint le BDM à l'âge de 15 ans et travaillait déjà comme Aufseherin à 22 ans, dans le champ. Des témoignages de l'époque décrivent comment il a utilisé sa position pour commettre des actes d'une extrême cruauté, mais aussi pour obtenir des luxes personnels. Lors de son procès en 1946, un témoin a témoigné. Elle était toujours bien habillée, les cheveux coiffés et le rouge à lèvres sur la tête. Elle semblait savourer son pouvoir, comme si elle était une célébrité et non un garde. Ce processus de transformation de jeunes gens apparemment ordinaires en auteurs de crimes de masse a été facilité par l'environnement culturel et politique du nazisme. L'antisémitisme, le mépris de ceux considérés comme inférieurs et la glorification du sacrifice collectif ont été normalisés par l'éducation et la propagande. Une découverte notable dans les archives de l'époque fut un manuel utilisé pour former les Aufseherinnen, qui expliquait aux gardes comment maintenir la discipline et administrer les punitions, soulignant que la compassion était un signe de faiblesse et que leur devoir était d'être impitoyable. En 1944, le besoin désespéré de personnel a conduit les autorités nazies à recruter même des femmes sans expérience préalable en BDM. Ces nouveaux gardes, bien que moins endoctrinés, adoptèrent rapidement les pratiques cruelles qui caractérisaient leurs collègues. L'un de ces gardes, Ua Paradise, était connu pour ses méthodes particulièrement sadiques. On dit qu'il organisait des jeux dans lesquels il forçait les prisonniers à accomplir des tâches impossibles, les punissant par des coups ou des exécutions lorsqu'ils échouaient inévitablement. Lors de son procès, un survivant a raconté: « Il avait un rire particulier qui glaçait le sang. On aurait dit qu'il savourait chaque instant de nos souffrances. » Garde de Stutthof est profondément troublante car elle montre comment beaucoup de ces jeunes femmes, apparemment ordinaires,
sont devenus des acteurs actifs d'un système d'oppression et de mort. Ce phénomène soulève des questions difficiles sur la nature du mal et sur la capacité de l'idéologie à corrompre même ceux qui devraient représenter la compassion et l'attention. Plus jeune garde de Stutthof illustre clairement cette transformation. Né en 1924, Becker a rejoint le BDM à l'adolescence et a été affecté à Stutthof à l'âge de 20 ans. Bien qu'initialement réticente à participer aux abus, elle a rapidement adopté les pratiques du camp. Lors de son procès, il a déclaré « Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Je ne savais pas comment m'arrêter. » Ces femmes qui sont passées du BDM au camp de concentration n'étaient pas des monstres au sens traditionnel du terme, mais elles sont devenues des rouages essentiels de la machine génocidaire nazie. Leur transformation de jeunes femmes idéalistes en auteurs de crimes odieux reflète la manière dont l'endoctrinement et la propagande peuvent déshumaniser même les personnes les plus ordinaires.